Je suis très intéressé par les interviews, les conférences de Jacques Attali, qui me paraît un homme de gauche, alors que moi-même je suis plutôt un homme de droite. Et cette opposition entre la gauche et la droite est une opposition fondamentale, bien qu'effectivement il faille alterner de toute façon la gauche et la droite, et non pas chercher des solutions médianes où on fait un peu de ceci et un peu de cela. Donc, je voudrais d'abord dire ce que j'apprécie chez Attali, et ensuite je ferai un certain nombre de réserves, voire de critiques. Ce que j'apprécie chez Attali, c'est d'abord qu'il parle sans notes. Il a dit clairement que ce n'est pas respecter un public que de parler avec des notes. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. Si c'est pour lire un texte, autant le faire lire par quelqu'un d'autre. Même si, à l'écouter à plusieurs reprises, je m'aperçois que de toute façon, avec ou sans notes, il répète souvent à peu près la même chose. Et ensuite, il parle beaucoup de statistiques, de démographie et de démocratie. Alors, si on a les statistiques, il choisit celles qui l'arrangent. Il se garde bien de signaler des statistiques qui ne l'arrangent pas en tant qu'homme de gauche. Par exemple, un sujet sur lequel il ne parle absolument pas, ou du moins simplement par quelques biais, c'est la question des femmes. Il nous dit simplement que démographiquement, au cours du XXIe siècle, les femmes seront sensiblement moins nombreuses que les hommes. Parce que, notamment en Asie, on évite d'avoir des filles. À part ça, il y a des statistiques, et ça concerne essentiellement d'ailleurs la question de l'éducation, donc de toute la forme, de toute les sommes fabuleuses qu'on dépense pour l'éducation, pour la formation des professeurs, pour l'entretien des élèves, etc. Alors, une statistique que M. Attali ne veut pas entendre, ne peut pas entendre à la limite, c'est que dans la plupart des domaines d'excellence, il y a très peu de femmes, au plus haut niveau, que ce soit en philosophie, en musique, en peinture, en cinéma, etc. Les femmes sont très très marginales, c'est un fait. Reste, il ne le signale pas, cela. Or, cette observation peut avoir des incidences considérables au niveau des investissements éducatifs. Pourquoi investir pareillement à la formation des hommes et des femmes, alors qu'on sait que les résultats ne sont pas du tout au même niveau, à la même hauteur? Déjà, il y a déjà là un problème. Deuxièmement, la démocratie. Le suffrage universel, apparemment, il ne remet pas en question. Alors, le suffrage universel bloque le processus de réflexion. Parce que on ne peut pas faire passer des lois ou avoir des positions qui iraient à l'encontre d'une partie de l'électorat. Or, comme les femmes font partie de l'électorat, on voit que le système est complètement verrouillé et que les femmes pourront toujours, tant que le système démocratique actuel existe, pourront toujours imposer des dépenses ruineuses et ridicules qui n'ont aucun sens sur le plan économique. Ça, c'est un premier point. Ensuite, par ailleurs, la façon dont il parle de l'astrologie me paraît très cavalière, notamment dans son ouvrage Peut-on prévoir par l'astrologie, paru chez Fayard. Il nous parle de l'astrologie comme quelque chose de figé, comme quelque chose qui est comme ça, comme le tarot, voilà, bon. Voilà. En fin de compte, il ne réfléchit pas sur le futur de l'astrologie. Il dit, voilà, je fais des prévisions sur un certain nombre de décennies, mais il ne prévoit pas que l'astrologie puisse avancer. Il ne prévoit pas que l'astrologie puisse apporter des éléments tout à fait pertinents pour comprendre la société et les processus cycliques. Donc ça déjà, donc il y a une impasse totale sur cette question-là. Donc sur d'autres sujets, il est tout à fait à la pointe de la recherche, et sur le plan de l'astrologie, il condamne l'astrologie à être un savoir figé, bloqué, qui est ce qu'il est, et sur lequel il n'y a pas de recherche, il n'y a pas d'avancée. Donc c'est tout à fait regrettable. Alors, ce que j'apprécie aussi chez Attali, c'est quand il dit que la vraie richesse, c'est une richesse intérieure. C'est la gratuité, c'est ce qui vient de nous-mêmes. Mais là encore, il fait comme une erreur grave, parce qu'il projette
sur l'ensemble de la société des valeurs masculines. Alors, est-ce qu'il en est conscient ou pas, j'en sais rien. Mais il est certain que l'homme a besoin de se développer intérieurement. Mais ce n'est pas du tout le cas de la femme. Donc vouloir imposer des critères de fonctionnement et d'épanouissement à tout le monde, alors que tout le monde ne fonctionne pas de la même manière, c'est une aberration. Et là aussi, M. Attali, il n'y a pas de problème, il se plante totalement. Je suis donc d'accord avec lui quand il dit que ces valeurs d'épanouissement intérieur et personnel sont fondamentales, et qu'elles sont gratuites, et qu'il faut se méfier de tout ce qui est l'objet qui est une sorte de, comme il dit, je crois, une sorte de fiction d'immortalité, ou de, on se prolonge par l'objet. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Sauf que il y a un point aveugle dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir qu'il ne comprend pas que les hommes et les femmes ne fonctionnent pas de la même manière. De la même façon, quand il dit qu'avec la technologie, il y aura des métiers qui vont disparaître, il ne dit pas que la plupart de ces métiers sont des métiers de bas de gamme et qui sont de toute façon des métiers plutôt occupés par les femmes que par les hommes. Là aussi, il ne le dit pas. Donc, voyez-vous, il y a un blocage, il y a un déni, je dirais même, de réalité, qui est un petit peu ennuyeux, et qui fait que je le cataloguerai comme un discours de gauche, et pas de droite. Et pour terminer, je vais donc m'occuper de définir ce que j'entends par gauche et droite, si vous permettez. Alors, un sujet délicat, mais la droite est actuellement en train, et comme la gauche d'ailleurs, ils sont en train de se repenser, donc c'est tout à fait d'actualité. Il est important d'ailleurs qu'elles comprennent leur rôle respectif pour se faire respecter. Actuellement, elles sont en crise l'une et l'autre, et en fin de compte, elles auraient intérêt à s'entendre entre elles pour se répartir les tâches. Ça aussi, ça va être l'objet d'un colloque. Alors, je dirais que quelque part, la gauche se projette sur l'avenir. Et l'avenir, c'est quelque chose de totalement instrumentalisable. On peut en dire n'importe quoi. Le grand défaut d'Attali, c'est qu'il dit n'importe quoi à propos de n'importe qui. C'est le n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il ne tient pas compte de la réalité des différences. De même que, par exemple, la question des races lui paraît un problème totalement secondaire. La question des religions est aussi un problème totalement secondaire. Il ne comprend pas qu'il y a des vrais enjeux, et il y a des recherches dans ce domaine qui peuvent se faire, et qui peuvent faire avancer les choses. Pour lui encore, tout ça, c'est des affaires classées. C'est des règles, c'est des trucs qui sont là, on prend ou on ne prend pas, mais ça n'avance pas. Il n'y a que certaines disciplines qui ont un progrès, et d'autres disciplines qui sont complètement à l'arrêt. Ça, c'est tout à fait regrettable. Je continue mon propos. La gauche se projette vers une espèce d'avenir indifférencié, où on peut tout imaginer, on peut tout vouloir, et la droite est contraire dans le respect des différences. Des différences, c'est-à-dire des hiérarchies, des catégories, des groupes, des nations, des religions qui ne sont pas identiques, qui ne sont pas réductibles. L'approche de la gauche est une approche individualiste. Alors ça peut paraître paradoxal, vous savez que Attali parle constamment de l'individualisme, mais l'individualisme, quand il est poussé de cette manière, et qui, vous savez, la fameuse position des révolutionnaires de 89 et après, c'est tout en tant que citoyen, rien en tant que groupe, en tant que nation. D'ailleurs adressé notamment aux Juifs par Clermont-Tonnerre, mais pas uniquement. C'est-à-dire que, en fin de compte, on veut des individus dont on ne sait rien. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne sait quelque chose d'un individu que dans la mesure où on sait d'où il vient. Donc on ne sait à quelle catégorie il appartient. Parce que les catégories ont une visibilité. Quand je regarde le monde, je vois des gens qui se ressemblent faire certaines choses. Si je ne vois que des individus isolés, je ne vois rien. Je ne peux voir les choses que si je peux les référer à des groupes. À tort ou à raison d'ailleurs. Même si le racisme peut avoir des expressions tout à fait fâcheuses, il n'empêche que ce n'est pas illégitime de se demander si les gens d'un certain sexe ou d'une certaine race sont plus ceci ou plus cela au niveau de la société, des réalisations, etc. Ce n'est pas illégitime, ce n'est pas interdit.
Maintenant, si on considère que c'est un tabou, qui est interdit, là on est dans la gauche. La gauche ne veut pas entendre parler d'un déterminisme propre à tel et tel groupe. Ça la gêne, ça la dérange, ça fait obstacle à son mouvement. Effectivement, la droite, elle, est dans le respect de ses différences collectives, de ses appartenances. Elle ne plaisante pas avec ses appartenances. On est un homme, on est une femme, c'est pas la même chose. On est de telle religion, on est dans telle autre religion. On est de tel pays et pas d'autre pays. C'est tout à fait, c'est pas du tout la même chose. Donc il y a un savoir. La droite, si vous voulez, elle est plombée, entre guillemets, par la nécessité de savoir les choses. Et dans ce domaine-là, d'ailleurs, il y a un progrès à envisager. C'est pas le progrès des sciences sociales. La droite est beaucoup plus axée sur les sciences sociales, et la gauche serait plus axée sur les sciences, disons, dures. Voilà, les sciences dures ou les sciences quantitatives. La démographie, l'économie, la médecine, etc. Bon. Donc M. Attali reste un polytechnicien qui privilégie essentiellement les sciences. Il considère que sa réflexion sur la société doit être liée à des... C'est un peu la conception de Marc Bloch d'ailleurs, qu'il reprend finalement, à savoir que l'histoire doit se fonder sur la démographie. C'est une vieille idée qui a été développée à l'école des Annales dans les années 30. Bon, par des gens comme Marc Bloch, comme Lucien Febvre, comme Fernand Braudel, comme Marc Ferraud, etc. Donc, bon. Et alors, ce que j'apprécie aussi chez Attali, et là je terminerai là-dessus, je trouve que c'est tout à fait valable, c'est ce qu'il dit sur la France. Il a tout à fait raison de dire que la France a un potentiel considérable, à la fois au sein de l'Europe, et parce que par le français, elle a une prise sur l'Afrique. Et comme il le dit, l'Afrique sera la grande puissance démographique du siècle. Il y a une croissance considérable. Tout à l'heure, il disait qu'il y aura plus d'habitants au Nigeria qu'en Chine, je sais pas, dans 20-30 ans. Parce qu'il dit qu'au Sahel, enfin en dessous du Sahel, il y a encore des familles qui ont 7 enfants, le plus souvent. Donc on peut imaginer de la croissance, progression géométrique, etc. Bon. Donc, je suis tout à fait d'accord avec lui. Le français, on pourrait même aller plus loin que lui. Parce que non seulement la France a une position géographique, historique en Europe, non seulement elle a un point de chute important et un champ de valorisation de sa langue par l'Afrique, mais en plus, la langue française, il n'en parle pas suffisamment, la francophonie, la langue française est une langue qui a, en quelque sorte, qui a dominé la langue anglaise, par exemple, ou même la langue allemande. Enfin, en tout cas, la fameuse langue anglaise, elle est essentiellement tributaire de la langue française. Bon, ça, il faudrait peut-être le dire aussi. Bon. Mais ça aussi, ce sont des faits historiques sur lesquels... Voilà. Donc finalement, je crois que vous avez compris mon approche de Jacques Attali. Je suis d'accord avec lui sur un certain nombre de points, mais quand il projette ses propres valeurs, avec lesquelles je suis d'accord par ailleurs, sur des populations qui ne correspondent pas à ces valeurs, là je crois qu'il fait un grave contresens et extrêmement problématique parce que finalement, comme il dit, quand même la question de l'économie est importante et on ne peut pas investir au niveau par exemple de l'école, au niveau de l'université, au niveau même du jardin d'enfants, on ne peut pas investir de la même façon pour l'éducation des garçons et des filles. Ça c'est fondamental, c'est absolument essentiel. Et quand on a compris ça, on peut faire des économies énormes. Effectivement, ça peut être regrettable au niveau des femmes, mais cela dit, ceux qui connaissent mes travaux récents sur le religieux savent que pour moi, les religions nous apprennent à mieux comprendre la femme, à mieux comprendre ce qu'elle peut apporter, et je vous réfère à mes travaux à ce sujet, à savoir que la femme est, par essence, elle a une dimension divine, si on peut dire. C'est-à-dire elle fait l'objet d'un amour, tout comme, par exemple, le Dieu d'Israël demande d'être aimé. Et d'ailleurs, le Dieu d'Israël, pour moi, est féminin. Donc, il y a une dimension mystique et métaphysique en ce qui concerne la femme qu'il faut développer de façon à éviter de faire que la femme
se lance dans des projets qui ne font sens que pour les hommes, alors qu'elle a sa propre vocation à assumer.